la table ronde numéro 6 organisée par Aquitaine Sciences Transfert sur le thème des probiotiques, anticorps, etc. Comment valoriser et commercialiser le vivant. Donc en guise de petite introduction, je vous rappelle qui est Aquitaine Sciences Transfert. Donc Aquitaine Sciences Transfert, c'est une société d'accélération du transfert de technologie à l'initiative des investissements d'avenir mis en place par l'État. Et l'objectif de cette structure, c'est d'accompagner le monde académique dans la valorisation de ses résultats de recherche, notamment au travers de tout ce qui est la gestion de la propriété intellectuelle et la maturation technologique. Donc notre structure a des fonds de maturation pour justement assurer ce transfert vers le monde industriel. Donc la table ronde qui nous réunit aujourd'hui, probiotiques, anticorps, comment valoriser ou commercialiser le vivant, aurait pu s'appeler « Comment accéder aux trésors cachés dans les congélateurs du monde académique ». Effectivement, les laboratoires académiques, dans le cadre de leurs recherches fondamentales, sont amenés à développer des outils, des méthodologies, des tests de type moléculaire, immunoenzymatique, à manipuler des souches, bactéries, levures, des virus, soit directement ou modifiés génétiquement, ou bien d'utiliser les produits que ces bactéries ou levures sont amenées à produire, et tout ça dans le but de répondre à leurs questionnements fondamentaux, mettre en évidence des voies métaboliques, définir des cibles, ou dans le cadre de recherches qui sont beaucoup plus appliquées, de développer directement des outils pour améliorer la qualité d'un produit. Alors ça sera par exemple l'exemple des souches de levure en œnologie pour améliorer la maîtrise de la fermentation et la valorisation du potentiel aromatique et gustatif du raisin. Donc on pourra en parler avec certaines des personnes qui sont présentes à cette table. Donc ces outils qui peuvent être indirectement liés à leurs résultats scientifiques, donc aux résultats de ces recherches, les chercheurs n'en voient pas forcément l'intérêt en termes de valorisation. Donc l'objectif de la table ronde est de voir comment on peut valoriser les outils issus du vivant. Alors, si on peut prendre des exemples, tout ce qui est anticorps, peptides, enzymes, les primers, les acides nucléiques, ou directement les souchothèques et les banques de bactéries, de levures et autres. Donc ces outils qui vont servir à qualifier et valider les résultats de la recherche académique, très souvent au travers de publications, ils peuvent à leur tour acquérir une valeur marchande. On va, au cours de cette table, traverser 3 expériences de chercheuses dans leur démarche de recherche académique qui vont vous être présentées, et nous allons voir comment les outils qu'elles ont développés présentent une valeur économique et quel est le point de vue de l'industrie, puisque nous avons un industriel présent dans cette salle, sur ces trésors potentiels, entre guillemets. Donc, Madame Catherine Beneteau-Pellicero, vous êtes professeure au département nutrition, santé et filière agricole de Bordeaux Sciences Agro, à l'unité 862 INSERM, et vous menez une activité de recherche autour des phytoœstrogènes et de leur implication en santé humaine et animale. Madame Marie-Cécile Badet, vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Ségalène dans l'UFR d'odontologie, et vous menez une recherche autour de la microbiologie buccale et les moyens de prévention des maladies bucco-dentaires. Madame Marina Belli, vous êtes maître de conférence œnologue de formation à l'université Bordeaux-Ségalène dans l'unité de recherche œnologie à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, et vous menez une activité de recherche sur la maîtrise de la fermentation alcoolique réalisée par les levures et sur l'exploration de la diversité bactérienne pour l'amélioration des levains industriels. Madame Virginie Moine, vous êtes directrice scientifique de la société Lafor. Donc la société Lafor a été créée en 1895 à Bordeaux. Elle est de forte tradition familiale et de rayonnement international. Elle est spécialisée dans l'œnologie, à la fois dans la branche de la chimie pure et aujourd'hui dans les biotechnologies. Et le leitmotiv de la société Lafor, c'est l'œnologie par nature. Donc maintenant, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Madame Beneteau, au travers de votre expérience sur les isoflavones, qu'est-ce qui vous a amené dans cette démarche de test de dosage et pourquoi avoir, dans le cadre de votre recherche académique, développé ces outils? Donc, ça fait très très longtemps qu'on travaille sur ces molécules. Initialement, je travaillais sur l'esturgeon sibérien pour développer la filière caviar d'Aquitaine.
en 1984-5. Donc ça remonte à un petit moment. Et lors de nos travaux, nous nous sommes rendus compte que nos poissons présentaient des caractères de féminisation partielle. Et donc, nous avons recherché quelles étaient les possibilités de contamination estrogénique d'origine environnementale. Nous avons montré que cette contamination estrogénique venait de l'aliment et plus spécifiquement d'un ingrédient contenu dans l'aliment qui était le soja. À l'époque, on connaissait déjà dans le soja des molécules à propriété estrogénique, donc qui étaient ces isoflavones. Et il s'est trouvé qu'en fait, très rapidement, nous sommes rendus compte que l'esturgeon était 50 fois plus sensible à ces molécules que la truite, qui était nourrie avec les mêmes aliments. Et nous avons montré en fait que l'esturgeon était plus sensible parce qu'il ne métabolisait pas ces molécules comme la truite. Et pour démontrer ça, il a fallu aller chercher les isoflavones de façon très précise dans le sang des animaux. Donc à l'époque, les techniques physico-chimiques comme l'HPLC, par exemple, n'étaient pas suffisamment sensibles pour aller chercher ces molécules. Les RIA devenaient difficiles à utiliser pour des contraintes réglementaires. Et nous avions déjà un passé d'ELISA sur des grosses molécules. Donc naturellement, nous avons développé nos propres outils pour aller chercher ces molécules dans le sang des poissons. Et nous avons donc montré que si l'esturgeon était 50 fois plus sensible aux isoflavones que la truite, c'est parce qu'en fait, il métabolisait les isoflavones beaucoup moins bien, en gros 50 fois moins bien que la truite. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aux ELISA d'isoflavones. Très bien, merci. Madame Badet, comment avez-vous été, dans le cadre de votre recherche fondamentale, amenée à développer une souchothèque probiotique bucco-dentaire ? Alors, dans les années 1980 également, donc un laboratoire de microbiologie s'est créé au sein de l'UFR d'odontologie de Bordeaux. Et ce laboratoire, en fait, s'est créé autour d'un genre bactérien particulier, qui sont le lactobacilles, tout simplement parce que ce sont des bactéries dont certaines espèces peuvent être impliquées dans la maladie carieuse, en particulier chez l'enfant. Donc au départ, on est parti vraiment plus pour étudier ce lactobacille dans le cadre de la maladie carieuse. Et au fur et à mesure des années, nous avons acquis des compétences autour de ces bactéries, sur l'identification, le métabolisme. Ensuite, nous avons commencé à collaborer également avec le laboratoire de microbiologie de l'UFR d'œnologie qui travaillait sur les bactéries lactiques. Et donc, nous avons comme ça constitué une souchothèque, tout simplement en faisant donc des prélèvements et des isolements de lactobacilles chez des enfants, cariés ou non. Grâce à une collaboration également avec une faculté du Mexique, nous avons pu avoir accès à un très grand nombre de bactéries et nous avons pu comme ça isoler 200 lactobacilles. Et puis il y a à peu près 4 ou 5 ans, nous avons commencé à nous intéresser aux propriétés probiotiques de ces lactobacilles. Donc certains sont cariogènes, mais d'autres peuvent être très bénéfiques. Et fort de nos compétences sur ces lactobacilles, nous avons commencé à travailler sur les propriétés probiotiques de notre souchothèque. D'accord. Donc on voit bien que dans les deux cas, au départ, c'était vraiment des outils pour mener vos activités de recherche fondamentale. Mais est-ce que vous aviez au départ, dans cette démarche de recherche, où on voit bien que vous l'avez utilisé comme outil, l'intention de valoriser un jour ces outils que vous avez développés, Madame Beneteau? A priori, non, c'était pas du tout la démarche. L'idée, c'était qu'en fait, on avait une approche de pharmaco-nutritionnelle, c'est-à-dire que moi, j'étudie en fait les effets de ces molécules-là sur la santé, mais il me semblait important de pouvoir corréler à la fois les quantités ingérées, circulantes, et les effets physiologiques. Donc c'est une démarche un petit peu originale en nutrition. Donc, je ne sais pas trop si elle va finir par percer, mais cela dit, nous, on trouve que c'est important parce que la barrière intestinale a un rôle très, très variable d'une personne à l'autre. Et donc, si on veut effectivement comprendre ce qui se passe, c'est bien quand même d'avoir le compartiment sanguin. Et pour le compartiment sanguin, nos outils sont indispensables. Donc, on continue à en développer aujourd'hui pour d'autres molécules que les isoflavones, mais qui ont aussi des propriétés estrogéniques, puisque le cœur de notre métier, c'est les estrogènes, en fait. D'accord.
Madame Badet, de votre côté, donc la Souchothèque. Alors donc non, au départ, effectivement, le but c'était vraiment d'étudier ces bactéries, de comprendre plutôt les mécanismes pathogènes pour les quelques espèces qui sont pathogènes. C'est uniquement au moment où j'ai commencé à m'intéresser aux probiotiques et à ce que ça pouvait amener dans le domaine bucco-dentaire que là, j'ai effectivement pensé que, effectivement, il y avait dans mon congélateur peut-être quelque chose qui pouvait être intéressante et qui pourrait être valorisé. D'accord. Madame Benedetto, comment les industriels se sont-ils intéressés à vos outils? Alors, quand on a publié nos dosages, parce qu'en fait on les a publiés, on est arrivé à un moment plutôt favorable, puisque c'était une période où le nombre de publications explosait dans le domaine des phytoestrogènes. Donc on a été sollicité par des industriels de l'agroalimentaire, du monde pharmaceutique, par des organismes de défense des consommateurs comme Que Choisir par exemple, ou l'AFSA. On a également été sollicité sur pas mal de programmes de recherche. Donc au départ, nous faisions de la prestation de services auprès des industriels de l'agroalimentaire. On avait tenté une première fois d'essayer de développer un kit nous-mêmes dans le laboratoire. Et puis on sait faire. Il n'y a aucun souci, sauf que nous, on n'a pas l'ouverture sur le monde commercial. Donc on a un petit peu laissé tomber, sachant qu'on s'était quand même rendu compte que ces dosages-là, justement, nous rapportaient un peu de sous dans le laboratoire. Et nous permettaient notamment de payer à un moment 2 personnes. Donc là, à la base, c'était vraiment les industriels, enfin, c'est pas tellement les industriels, c'était plutôt les utilisateurs finaux. Ils étaient plus intéressés à vos résultats de dosage pour montrer l'intérêt des phytoestrogènes que de vouloir acquérir votre technologie pour l'insérer chez eux. Parce que là, dans ce que vous m'avez dit, ce n'est pas des développeurs de kits qui vous ont approché en premier. En premier, non, ce n'est pas des développeurs de kits. Alors, cela dit, récemment, j'ai pu faire une conférence en Algérie à Oran. C'était l'année dernière, et dans le cadre de cette conférence, j'ai présenté les résultats obtenus en clinique humaine sur des dosages, sur des analyses de biodisponibilité chez l'homme. Et j'avais pris le soin dans cette conférence d'expliquer un petit peu comment on avait obtenu nos outils, nos anticorps, la démarche scientifique pour obtenir donc les molécules et les outils. Il se trouve que dans l'amphi, il y avait une personne d'un laboratoire pharmaceutique qui commercialisait déjà des kits. J'avais également présenté une étape de validation du dosage dans un ring test international. En fait, il s'est trouvé intéressé, il est venu me voir à la fin de mon exposé. Et puis, on s'est revu 2 fois, dans le cadre d'échanges avec la SAT depuis. Donc, on voit bien que c'est les publications, les communications au travers des résultats que vous aviez qui finalement ont mené petit à petit des industriels dans le domaine du développement des kits à venir vous voir. C'est vrai que j'ai pas été vraiment très proactive pour aller solliciter les gens personnellement, mais parce que pour moi c'était des outils et voilà. Oui. Je sentais bien que j'avais quelque chose dans mon congélateur qui pouvait servir à quelque chose, mais j'avais autre chose à faire. Alors un petit peu la même question pour vous, Madame Badet. Aujourd'hui, les probiotiques bucco-dentaires, aujourd'hui, c'est un marché qui est quand même assez émergent, qui correspond en plus à une niche bien particulière. Alors comment les industriels sont-ils arrivés jusqu'à vous? Alors en fait, il y a eu deux types d'approches. Alors une première approche, tout simplement par l'intermédiaire d'une collègue microbiologiste qui a été contactée elle-même, je ne sais pas comment, par une société qui commercialise déjà des probiotiques à usage gastro-intestinal, qui voulait éventuellement voir si elle pouvait étendre son marché sur le bucco-dentaire. Et donc cette collègue m'a adressé la société parce que elle pensait que j'avais les compétences pour. Et donc là, ça fait l'objet d'un contrat de prestation de service où donc on avait développé des technologies qui les intéressaient, des tests, et donc on a fait une prestation de service sur leur propre souche. Et par ailleurs, c'est également à l'occasion donc d'une publication. C'était la première publication donc d'une thèse d'université sur le sujet, où nous avons été contactés donc par un autre industriel qui également commercialise donc des probiotiques à usage gastro-intestinal et usage vaginal également, et qui voulait éventuellement trouver une autre niche
Je pense que voilà, pour étendre un petit peu leur marché, trouver une autre niche. Donc ils nous ont contactés une première fois, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes revus lors d'un congrès où également il y a eu une communication faite. On avait un petit peu avancé sur le sujet, donc une communication faite. Et nous avons développé un dialogue par l'intermédiaire également donc, de la SAT pour voir comment nous pouvions collaborer en fait. Donc c'est principalement effectivement par les publications et les communications que nous faisons. De la même façon, je ne suis pas allée de façon très volontaire vers les industriels non plus. C'était peut-être pas notre culture en fait. Oui, c'est-à-dire que là encore, c'est effectivement l'expertise que vous avez pu apporter par le domaine qui fait que les industriels sont venus vous voir pour qualifier leurs souches. Et maintenant, ils vont au-delà par la connaissance effectivement de votre souche au tech, de dire au-delà de ça, peut-être que je vais aller acheter vos souches parce qu'elles peuvent présenter un intérêt autre que celle que l'on peut avoir. Oui, tout à fait, c'est ça. Madame Beneteau, comment encore une question sur on avance maintenant, vous êtes en contact effectivement avec des industriels potentiellement intéressés pour commercialiser ce kit. Alors comment est-ce qu'ils vont être commercialisés ? À quelle étape d'abord ? C'est-à-dire que voilà, vous avez développé des outils, donc à quelle étape en gros les industriels sont intéressés pour intégrer chez eux votre technologie ? Donc a priori, nous sommes pour établir un contrat de licence puisque l'ensemble des dosages ont été publiés. Donc nous apportons a priori tous les ingrédients indispensables à la réalisation des dosages. Les industriels les introduisent dans les kits qu'ils fabriquent déjà sur d'autres molécules. Et l'idée après, donc, c'est d'utiliser le réseau commercial de l'entreprise pour faire connaître ces kits. Et toucher en fait les futurs clients. Et comme c'est une entreprise qui est internationale, on espère quand même en vendre quelques-uns. Alors cela dit, comme je vous ai expliqué, notre démarche de pharmaco-nutritionnelle est assez originale dans le monde de la nutrition. Donc je ne sais pas très bien encore combien de chercheurs vont être intéressés par ces outils. Je pense que le prix de vente va être quand même assez important pour savoir s'ils vont acheter ou non. Alors cela dit, il y a aussi des développements possibles en termes de qualité, de détection de ces molécules dans l'alimentation humaine et animale, et également dans les fluides biologiques, dans l'alimentation humaine et animale, parce qu'en fait ces molécules qui sont des estrogènes ont des effets à la fois néfastes et bénéfiques, et on se rend compte de plus en plus, des données récentes nous montrent qu'on a largement sous-estimé les effets néfastes et aussi sous-estimé l'exposition des consommateurs. Donc, sur un certain nombre de problématiques, notamment de perturbations endocriniennes estrogéniques, ça serait utile en fait de les rechercher à la fois dans les aliments et dans les fluides biologiques des consommateurs. Et puis il y a d'autres aspects qui sont liés à l'utilisation de plus en plus importante du soja dans un certain nombre d'aliments qui ne sont pas censés en contenir, donc ce qu'on appelle le soja caché. Qui est à la limite de la fraude, puisque normalement le soja étant un aliment avec des capacités allergéniques, il doit être normalement mentionné sur tous les étiquetages. Et on s'aperçoit qu'en fait certains aliments en contiennent et le soja n'est pas présent et marqué sur les étiquettes. Or, comme les isoflavones sont des marqueurs spécifiques de ces protéines végétales à base de soja, on pourrait envisager donc d'utiliser ça comme un traceur dans les aliments qui contiendraient du soja. Voilà. D'accord. Donc si j'ai bien compris, là, aujourd'hui les contacts que vous avez avec cette société pharma, c'est plutôt du test de dosage à destination de la recherche, donc plutôt des chercheurs. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a d'autres applications possibles, justement pour tout ce qui est le traçage alimentaire, mais qui vont impliquer donc d'autres aspects, notamment sur le plan réglementaire, parce que là on irait plutôt sur des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro avec des contraintes réglementaires qui sont différentes, et je pense que pour les amener sur le marché, dans ce cadre-là, il faudrait que les tests que vous développez deviennent en gros des tests de référence par rapport à des techniques, certainement comme l'HPLC et d'autres qui aujourd'hui sont des techniques
plutôt de référence? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on sait, nous, c'est que nos dosages sont tout à fait pertinents et efficaces, puisqu'on a pu les valider, notamment vis-à-vis de l'HPLC UV, l'HPLC coularé, la LCMSMS, par exemple, et qu'on a pu montrer qu'on trouvait la même chose que les autres. Si nous on avait validé, enfin si nous on a développé nos ELISA, c'est parce qu'en fait on n'avait pas les moyens de s'équiper dans ce type de méthodologies qui sont quand même lourdes et chères à l'usage. Donc les ELISA qu'on développe en fait sont intéressants pour l'agroalimentaire notamment et la pharmacie, parce que c'est des dosages très rapides qu'on peut utiliser directement dans l'industrie. Nos outils, on le démontre chaque fois qu'on nous en donne l'occasion, sont complètement équivalents, notamment à la LCMSMS pour les fluides biologiques. Là récemment, on a fait encore une validation donc, dans l'agroalimentaire versus HPLC UV sur des aliments. On était tout à fait comparable, voire plus puissant, puisque dans les aliments, on est amené à diluer des échantillons entre 5000 et 10 000 fois. Alors que certains, dans le cas de la dernière validation, pour certaines molécules, nos challengers, on va dire, étaient en limite de détection. Voilà. Donc, il faut faire cette démarche. Et ça, on ne l'a pas encore faite dans le cadre réglementaire. Mais la DGCCRF, qui est confrontée à ce problème du soja caché, se trouve un petit peu démunie, je crois, en ce moment. Donc là, c'est... alors cela dit, je suis aussi expert à l'ANSES, donc je connais un petit peu la problématique de ces molécules et des contraintes réglementaires associées, notamment vis-à-vis des organes qui suivent la santé des consommateurs. Donc je pense qu'il faudra d'abord qu'on passe par une étape effectivement de validation propre pour pouvoir proposer nos dosages et faire en sorte en fait, qu'ils soient retenus en référence. J'ai pas trop d'inquiétude sur notre capacité à le faire. Après, c'est juste un problème de... Qui doit le faire, ce lobbying? Vous, les industriels, vous et les industriels dans le cadre de collaboration? Comment... Je ne me suis pas posé la question en fait. Très bien, merci. Madame Badet, pour revenir à votre souche probiotique, comment ces outils vont être commercialisés et à quelle étape l'industriel dit OK, j'achète? Alors je pense que, étant donné les nouvelles réglementations qui encadrent cette appellation probiotique, qui ont fait qu'effectivement beaucoup de choses ont été retirées sous cette appellation du marché, alors principalement alimentaire, il va falloir caractériser nos souches, j'allais dire jusqu'à la fin, qu'on démontre bien ses propriétés probiotiques, et en particulier donc, dans l'usage bucco-dentaire, et ça c'est assez nouveau, il y a peu de gens qui travaillent sur ces probiotiques à usage bucco-dentaire. Et donc je pense que l'industriel là sera intéressé sur des souches qui sont vraiment caractérisées et qui vont montrer leur potentiel dans le cadre de la prévention des maladies bucco-dentaires. Alors on s'adressera plutôt sur des maladies de type maladie parodontale et quelque chose qui gêne beaucoup de gens, qui est la mauvaise haleine, donc la litose. Il est certain que c'est sans doute une petite niche, ces probiotiques à usage bucco-dentaire, parce qu'il y a déjà beaucoup de produits d'hygiène qui existent. Ceci dit, un certain nombre de ces produits d'hygiène ont montré leurs limites. Et apparemment, ça peut intéresser. Donc, alors, soit des industriels, effectivement, qui déjà vont commercialiser des souches probiotiques à d'autres usages, soit éventuellement d'autres industriels ou d'autres labos pharmaceutiques qui travaillent déjà dans l'hygiène bucco-dentaire et qui éventuellement voudraient développer un autre volet dans ces produits d'hygiène bucco-dentaire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut qu'on arrive à la caractérisation finale des souches et obtenir des souches qui ont montré leurs effets. Alors déjà in vitro, ça va être les premiers tests. Ensuite, bien évidemment, il faudra arriver à passer au in vivo avec le problème de la galénique, parce que pour l'instant, nous, on a nos souches en culture et on ne sait pas encore comment il faudra les administrer. Alors ça, je ne sais pas s'il faudra aller jusqu'à la galénique de notre côté
ou si c'est après l'industriel qui... Est-ce que c'est pas plutôt le travail de l'industriel, le côté galénique Ça va dépendre des industriels, je pense. Et puis dans le bucco-dentaire, effectivement, c'est très particulier. C'est pas quelque chose à avaler. Il faut un usage local. C'est pour ça que je pense aussi aux industriels qui ont déjà des produits d'hygiène bucco-dentaire. Mais voilà, ça c'est une discussion à avoir effectivement avec les industriels. Très bien, merci. Donc maintenant, je vais me tourner vers Madame Belli. Pouvez-vous nous décrire votre activité de recherche en quelques mots, et principalement si vous situez votre activité dans un cadre de recherche fondamentale ou plutôt appliquée aux besoins du terrain dans le domaine dans le monde du vin, puisque c'est votre domaine d'activité. Donc je ne sais pas, vous avez un micro sur le côté. Donc il marche. Bon, mais mon activité de recherche est essentiellement axée sur la maîtrise de la fermentation alcoolique, donc en conditions œnologiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fermentation alcoolique est un système microbien assez complexe où interviennent plusieurs espèces de levures en même temps, et que pour maîtriser cette étape de la fermentation alcoolique, qui est une étape essentielle pour élaborer le vin, puisqu'elle permet la dégradation du sucre en alcool, on est amené des fois à utiliser des levures sélectionnées, qui sont sélectionnées dans la biodiversité naturelle du mou, mais aussi qui peut être sélectionnées en laboratoire, en croisant par exemple des individus entre eux pour augmenter la performance d'une souche. Donc, dans notre laboratoire, nous avons l'expertise de la sélection. Donc, nous avons plusieurs tests en main, plusieurs méthodes. Donc, on recherche évidemment des levures qui sont capables de dégrader la totalité du sucre en alcool. C'est l'objectif premier, donc, lorsqu'on fait du vin, de ne pas avoir de sucre résiduel. Donc, on cherche des souches à haute performance. Mais évidemment, on essaye de chercher des souches qui ont des propriétés organoleptiques qui sont intéressantes et qui vont donc valoriser le produit fini, qui est donc le vin. Donc voilà les activités principales du laboratoire. Donc pour répondre à votre deuxième question, évidemment nous sommes dans une recherche très appliquée, on est très proche du milieu vin, on répond à des problématiques des professionnels de la filière. Et par contre, on intervient aussi évidemment dans des projets plus fondamentaux, comme des projets de type ANR, de l'Agence nationale de la recherche, où effectivement on a aussi des projets en cours. Donc effectivement, comme vous le dites, vous êtes plus sur une recherche appliquée oui. Pour répondre à des problématiques très particulières. Notamment, essentiellement, donc, des sélections de levures. Des sélections de levures, oui. Pour valoriser le potentiel du raisin. Le potentiel du raisin. Et alors justement, pensez-vous qu'au travers de votre expertise et au travers des outils que vous développez, il peut y avoir des applications dans d'autres domaines que celui dans lequel vous travaillez ? Oui, évidemment, parce que les outils qu'on développe au laboratoire sont des outils de sélection de levures, notamment de Saccharomyces cerevisiae, donc qui est la levure majoritaire au cours de l'élaboration du vin. Et cette levure, on la retrouve aussi dans d'autres domaines où il y a des fermentations alcooliques, comme la panification, par exemple, la distillerie, la production de bioéthanol ou la brasserie, tout simplement. Donc, effectivement, on peut avoir des outils qui peuvent intéresser ces domaines-là, notamment dans les outils qu'on a mis en place au laboratoire dans la sélection. Par exemple, on peut avoir des outils qui permettent de sélectionner par croisement assisté par marqueurs moléculaires des levures entre elles, ce qui augmente la performance de sélection par rapport à une sélection dite classique, dite clonale. Donc voilà par exemple un tout outil. Un autre type d'outil, c'est que nous avons de l'expérience en écologie. On est capable d'identifier et de quantifier en même temps sur un même échantillon un mélange de population de plusieurs levures. Et ce mélange de population de plusieurs levures que l'on retrouve en œnologie, on le retrouve aussi dans d'autres industries. Et donc on peut aussi imaginer que cet outil peut être utilisé. Et puis on développe actuellement beaucoup de méthodes pour caractériser les individus au niveau souche par espèce. En développant des marqueurs microsatellites par exemple, et récemment donc on a travaillé par exemple sur une espèce de levure, Torulaspora delboekei, et cette espèce est utilisée dans d'autres industries, notamment la panification. Donc effectivement on peut apporter nos expertises à d'autres domaines autres que l'œnologie, parce qu'effectivement nous travaillons plutôt sur le vin, puisqu'on fait partie de l'Institut supérieur de la vigne et du vin, de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Merci. Madame Moine, vous êtes la directrice scientifique de la société Lafor. Pouvez-vous nous présenter brièvement la société et son secteur d'activité ?
Oui, la société Lafor est une société familiale créée en 1895 à Bordeaux, qui a beaucoup participé, je dirais, à l'évolution de l'œnologie moderne, hein, qui a été depuis son origine en collaboration avec les équipes de chercheurs bordelais qui ont travaillé sur le vin. Si la société à l'origine était plutôt orientée, comme d'ailleurs l'œnologie ancienne, sur des procédés curatifs, hein, pour pouvoir raisonner un certain nombre de choses, comme par exemple le soufre, pour pouvoir avoir cette action un petit peu stérilisante sur le vin. Aujourd'hui, la société est plus développée depuis une vingtaine d'années sur les biotechnologies, sur tout un tas de process et d'outils qui permettent effectivement des enzymes, par exemple, pour extraire le jus, pour clarifier les jus de raisin, des levures pour la fermentation, des bactéries pour la fermentation malolactique dans le cadre de la vinification des rouges. Et puis également, la société distribue et fabrique des produits qui sont des produits de collage qui permettent la clarification du vin et des produits de stabilisation qui permettent au vin en bouteille de conserver sa limpidité au cours du vieillissement. Donc ce sont toute cette gamme d'ingrédients et d'auxiliaires technologiques que la société distribue, fabrique ou développe uniquement pour le secteur œnologique, puisque notre domaine d'activité est à 95% le vin, un petit peu de vinaigre, enfin des choses qui sont un peu des dérivés. Mais notre activité est principalement associée au monde du vin sur Bordeaux, mais également à l'export, puisque on a un certain nombre de filiales dans les pays où l'on cultive le raisin et où on fabrique des vins, et qui sont des relais pour nous de distribution et de commercialisation des produits. Très bien. On voit que dans le domaine des sciences de la vigne et du vin, comme on a pu le voir, hein, les recherches sont très appliquées et répondent aux attentes et aux besoins des interprofessions de la vigne et du vin. Vous avez des recherches quand même visiblement très technologiques et très pointues. Quels sont vos rapports avec la recherche publique ? Alors depuis très longtemps, la société collabore avec la recherche publique, avec l'Institut d'œnologie à l'origine, la faculté d'œnologie et puis maintenant l'ISVV. C'est vrai que les relations avec l'Université de Bordeaux sont très proches. Pour nous, enfin en tout cas pour la société, la croissance de la société se fait principalement par l'innovation. Et l'innovation, elle vient du milieu universitaire essentiellement. Donc on a un grand nombre de collaborations avec l'université. On finance des thèses, on finance des post-docs, et on a également, depuis un certain nombre d'années, à l'université, à l'ISVV, des chercheurs qui sont détachés. C'est-à-dire qu'on a des salariés en recherche qui sont localisés à l'ISVV et qui font une partie de recherche appliquée, mais aussi qui participent à des programmes de recherche fondamentaux, à des ANR par exemple, et qui sont pour nous... l'idée que l'on se fait de l'œnologie, elle passe par l'innovation, et l'idée que l'on se fait du développement de la société passe par cette innovation-là, et donc elle doit se faire en relation avec l'université. D'accord. Est-ce que justement vous pensez que cette collaboration avec la recherche publique vous permet d'avoir une vision de tout ce qui est innovation technologique, mais est-ce que ça vous permet aussi d'avoir une petite idée des innovations technologiques qui sont cachées dans les congélateurs ? Alors on communique beaucoup, parce qu'on est très, très en relation. Aujourd'hui, c'est vrai que, je dirais, depuis une dizaine d'années, ça a peut-être un petit peu aussi changé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on faisait peut-être de la recherche un peu par opportunité. C'est-à-dire que c'était les chercheurs qui venaient en disant, ben voilà, on va travailler là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, c'est vrai que l'objet principal, je dirais, d'un industriel qui va travailler avec un universitaire, c'est d'en avoir un développement, de toute façon. Aujourd'hui, il nous arrive à nous
de poser la question à un universitaire en lui disant, voilà, il y a cette problématique sur le terrain, est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir des outils, des moyens de résoudre cette problématique? Donc c'est aussi un échange, c'est-à-dire que nous, on arrive avec une problématique pour laquelle on leur demande s'ils ont les moyens de répondre à cette problématique, et eux aussi ont un certain nombre. Donc c'est vraiment un échange qui se fait. Et c'est là qu'il peut dire, effectivement, j'ai peut-être là, au fond du tiroir, tout à fait, ce petit élément qui va permettre de répondre à la problématique que vous avez. Donc ça, on voit qu'effectivement, hein, cette communication et cette collaboration que vous avez, c'est un moyen. Est-ce que vous, de votre côté, côté industrie, vous voyez d'autres moyens qui vous sembleraient adéquats pour accéder à cette information? Parce qu'effectivement, vous, en tant qu'industriel, vous avez la vision de ce dont vous avez besoin et de l'outil que vous pourriez potentiellement utiliser. Donc, au-delà de cette recherche, quelles sont vos attentes en tant qu'industriel auprès du monde académique pour qu'il puisse vous apporter ces informations? Au-delà de... Parce que vous n'êtes pas forcément dans tous les labos. Là, vous êtes dans un labo XY, mais... il y a plein d'autres labos qui ont peut-être des outils qui peuvent vous intéresser. Tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est une problématique, je pense, aujourd'hui. Effectivement, il y a les publications, il y a les congrès qui permettent de voir des équipes qui travaillent sur un sujet particulier ou sur une technique particulière qui pourrait nous paraître intéressante pour une application que nous on souhaiterait développer. Donc, c'est effectivement d'être en veille technologique. Je pense que c'est l'essentiel. Aujourd'hui, c'est aussi beaucoup d'opportunités. Tout d'un coup, on rencontre quelqu'un qui, effectivement, pourrait avoir quelque chose qui pourrait aussi être développé pour l'œnologie. Ça, c'est important. Et puis, je pense qu'effectivement, par ce que vous faites aujourd'hui, ça permet aussi de pouvoir avoir une relation entre des chercheurs qui se connaissent parce que on est dans le même milieu, et puis des chercheurs qui sont dans d'autres milieux, mais qui ont probablement des outils qui peuvent être appliqués à l'œnologie aujourd'hui et qui ne sont pas forcément développés. Et je pense que là, c'est cet échange-là qui doit être réalisé pour pouvoir peut-être que les anticorps pourraient être utilisés sur d'autres molécules pour doser des choses qui nous intéressent en œnologie et pour lesquelles on n'a pas de technique. C'est exactement l'exemple que l'on pourrait donner aujourd'hui. Il y a forcément des interactions avec d'autres thématiques de recherche qui peuvent avoir un impact important sur notre domaine d'application. Très bien. Alors maintenant, je vais me retourner vers les chercheuses. Puis je vais vous poser tour à tour à toutes les trois la même question. Ces ressources cachées dans vos congélateurs, alors est-ce que vous en avez conscience? Sont-elles une priorité ou pas au regard de votre démarche de recherche publique? Et comment vous pensez qu'elles pourraient être mises en valeur? Et quels outils seraient adéquats pour vous? Voilà, il y a plein de questions. Alors, concernant la valeur de mon stock d'anticorps dans mon congélateur, je sais que c'est quelque chose d'important en termes de valeur, en tout cas scientifique. Je me doute que ça doit pouvoir se vendre. J'ai absolument aucune idée du prix auquel je peux effectivement les commercialiser. Donc là, j'espère que vous allez m'aider. Par rapport à ma démarche, la deuxième question, c'était... C'était est-ce que vous en aviez conscience? Est-ce que c'est une priorité pour vous ou pas? Alors, très franchement, c'est pas une priorité, mais je pense que c'est lié aux contraintes auxquelles on est soumis, nous, en recherche aujourd'hui en France. C'est-à-dire que je pense qu'on nous incite beaucoup plus à aller rechercher les mécanismes d'action, les voies de signalisation qui sont impliquées dans les phénomènes que l'on observe, plutôt que d'aller faire du transfert de technologie. Ça, c'est un vrai problème. Et je pense qu'en fait, si les agences d'évaluation, qu'elles évaluent en fait les projets de recherche ou qu'elles évaluent les équipes à un moment donné, nous incitaient plus à faire du transfert de technologie, je pense que on a quand même un certain nombre d'outils, notamment avec la SAT à Bordeaux, pour effectivement faire une démarche beaucoup plus volontariste. Moi, très franchement,
Cette démarche, je ne l'ai pas eue parce que les journées n'ont que 24 heures et que quand vous êtes obligé de publier à tour de bras et de faire des projets de recherche fondamentaux avec Pierre, Paul, Jacques ou Martin, vous n'avez pas le temps d'aller monter des dossiers pour essayer de valoriser. Donc si on arrivait à modifier un petit peu l'image de cette recherche dite appliquée, ouverte au transfert, je pense que ça serait une bonne chose parce que je pense qu'on est loin d'être les seuls à avoir des choses intéressantes dans nos congélateurs et des choses qui sont valorisables. Moi, je pense qu'effectivement, le développement économique d'un pays, ça passe aussi par l'innovation et qu'il doit y avoir des centaines de milliers de choses qui traînent et qui seraient utiles pour le développement de la société aujourd'hui. Et qu'on n'est pas du tout incité à ça. Et ça, c'est à mon sens un vrai problème. Donc, voilà, il n'y a pas une recherche fondamentale qui serait noble et une recherche appliquée qui serait de bas étage. Je pense qu'il y a des interactions entre les deux en permanence et je crois qu'il faudrait vraiment nous inciter et valoriser ça au moins autant que les publications dans Nature ou dans Science. Voilà. Très bien. Madame Bédet, même question. Hein. Donc, je vous rappelle, est-ce que vous avez conscience de... Je pense que les réponses vont être un petit peu similaires. Alors avec juste un petit bémol, dû peut-être à mon statut particulier, puisque je suis hospitalo-universitaire et que je garde toujours un pied dans la clinique, puisque ça fait partie de mon travail, et donc avec toujours une idée que j'ai le patient en face de moi et que peut-être j'essaie de trouver des choses qui vont améliorer son état bucco-dentaire. Mais bon, ceci dit, effectivement, moi, j'avais pas du tout conscience. Alors, je savais que j'avais 200-300 souches de lactobacilles dans mon congélateur. J'avais absolument pas conscience que ça pouvait avoir une valeur autre que celle que moi je lui trouvais. Et ça a été vraiment par le contact, avec un premier contact avec un industriel et ensuite donc avec la SAT, que je me suis aperçue qu'effectivement ces souches pouvaient avoir une certaine valeur. Alors de la même façon, je n'ai aucune idée de la valeur réelle, enfin pécuniaire que ça peut avoir. Et c'est là qu'effectivement j'ai commencé à voir que ça pouvait avoir une valeur. Et puis, eh bien, comme de toute façon on a besoin d'argent pour en plus continuer à travailler, il est évident qu'il faut poursuivre vers cette valorisation. C'est vrai que donc moi je vois cette valorisation sur ces deux versants, le fait que au niveau de ma recherche propre, j'ai besoin d'argent pour continuer, donc cette valorisation peut me permettre d'acquérir de l'argent pour continuer. Et d'autre part, toujours ce volet clinique avec une application qui pourrait être intéressante par rapport aux patients. Alors au niveau priorité, en ce moment, c'est ma priorité. Je ne sais pas jusqu'à quand. Parce que ça va dépendre ensuite de ce qui va se passer, effectivement, où ça va aboutir, si on arrive à vendre les souches, etc. Donc en ce moment, c'est effectivement le travail prioritaire au sein du laboratoire, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat monnayable, j'espère. Très bien. Et Madame Belli ? Alors conscient, oui, on est conscient. Nous, c'est des micro-organismes que l'on a dans nos congélateurs, donc des bactéries, des levures. En fait, ça fait plus de 50 ans qu'on cumule des bactéries et des levures. Donc ça a commencé par différents collègues. Actuellement, donc, c'est devenu une priorité de changer le système, c'est-à-dire qu'on s'est engagé dans une nouvelle démarche qualité et on est en train de créer un CRB, c'est-à-dire un centre de ressources biologiques œnologiques, puisque nous, on ne garde que des levures et des bactéries œnologiques. Et donc, on est rentré dans cette démarche. Donc, actuellement, on a 1300 levures et bactéries rentrées dans ce nouveau CRB. Donc, notre démarche a démarré il y a 2 ans, à peu près. Donc, on y stocke les levures et les bactéries avec à la fois des connaissances phénotypiques sur les souches, mais aussi génétiques. Et donc, le but de ce CRB, c'est de pérenniser une collection, parce que ça s'entretient, évidemment, l'enrichir, donc on va l'enrichir au fur et à mesure, de permettre de diffuser donc, ces ressources biologiques aux instituts académiques, mais aussi éventuellement aux industriels, donc en les vendant, évidemment. Et puis aussi, on espère aussi récupérer des souches des industriels qui souhaitent qu'on leur maintienne évidemment fermées, dans un cadre fermé, et donc on entretient leurs souches. Donc ce projet a démarré il y a 2 ans. Il a pu démarrer par un
petit peu d'argent qui avait été accumulé par-ci, par-là. Donc c'est Aline Lonvaux qui a initié ce projet. Et donc elle a réussi à prendre quelqu'un pour 1 année pour l'instant. Et cette année va finir en avril. Hein. Donc on ne sait pas trop après si on va pouvoir maintenir. Mais c'est un gros problème, c'est évidemment les manques de moyens humains et financiers. Mais on sait qu'on a une richesse là-dedans incroyable, quoi. Donc on espère pouvoir pérenniser, mais c'est pas facile. Et puis effectivement, nous les chercheurs, on n'a pas le temps de le faire parce que prendre une levure, la repiquer tous les mois, vérifier la stabilité, rentrer toutes les informations, etc. Ça prend un temps fou. Donc c'est pour ça que ça a été cumulé dans un congélateur pendant des années, et que là maintenant on refait des choses dans une démarche de traçabilité qualité selon la norme de CRB. Mais ça prend un temps fou, donc c'est dommage, mais on en est. Oui, puis on a plus que l'impression, on n'est n'est plus dans la recherche fondamentale. Je ne sais pas si on va arriver à maintenir notre priorité parce que dans 6 mois, on n'aura plus. Mais effectivement, vous avez pris cette démarche de rendre visibles ces outils. Alors c'est vrai que de votre côté, c'était, je dirais, plus simple parce que vous étiez dans une démarche appliquée, très appliquée, avec finalement ces outils qui étaient le résultat direct de votre recherche. Et donc les mettre en valeur, c'était peut-être plus... Alors c'était à l'époque des travaux de recherche sur plusieurs thématiques qui faisaient qu'ils sélectionnaient, isolaient des souches, donc on les mettait. Alors après, moi, quand je participe à un projet de sélection, pour l'instant, ces souches ne sont pas introduites dans le CRB. Ils ne sont introduits que si on est sûr qu'il n'y a pas un potentiel avant avec un industriel ou autre. Donc on enrichit au fur et à mesure, effectivement, ce centre, mais... c'est une ressource énorme et on ne sait pas si on va pouvoir pérenniser l'action. Oui, puis il y a besoin effectivement de les qualifier, de les protéger aussi, parce que j'imagine que on ne sait pas trop non plus où il faut aller chercher l'argent aussi, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre on ne sait pas qui pourrait... donc dans le cadre de CRB, oui, il y a eu des financements pour nous aider à démarrer, mais maintenant qu'il faut entretenir, à part embaucher des techniciens... voilà, on ne sait pas trop comment ça se passe. Et justement, dans ce cadre-là, comment vous arrivez à protéger, je dirais, quelque part ces lignées, mais on en reparlera tout à l'heure avec Madame Moine. Est-ce qu'elles sont séquencées de manière à ce que... Elles sont rentrées en étant maintenant dans le CRB. Lorsqu'elles sont rentrées, il faut qu'elles soient séquencées. D'accord. Alors qu'avant, ce n'était pas forcément ce qui se passait. C'est qu'on la mettrait dans un congélateur, on la nommait, et puis on a eu des surprises énormes, évidemment, hein, entre l'ancienne collection et la nouvelle collection. On a eu d'énormes surprises. D'abord parce que les outils de biologie moléculaire ont énormément changé. Le séquençage est arrivé, il est devenu moins cher. Donc évidemment, on a eu beaucoup de surprises. Mais maintenant, dans le CRB, elle est séquencée. Alors, je vous dis, quand c'est dans un projet avec un industriel, pour l'instant, ils n'apparaissent pas, mais où ils peuvent apparaître, oui, ou mais décider cachés. ensemble, fermés. Donc il y a tout type de variantes. Voilà. D'accord. J'imagine que quand vous les vendez ou transférez, c'est par le biais de MTA pour éviter que ça se dispatche partout et que finalement... Dès que vous faites une vente, il y a un accord d'agrément, etc. Donc il y a des ventes pour des travaux académiques. Enfin, même vente, en général pour les travaux académiques, on ne vend pas forcément. C'est du transfert. C'est plutôt des échanges. On essaye de faire des échanges. Quand c'est un industriel ou une personne ou un laboratoire qui nous demande, on a imposé un prix pour la souche, puis après il y a un prix d'entretien, etc. Donc tout ça c'est en train de se mettre en place, et effectivement, mais c'est une ressource énorme. Mais on est d'accord, effectivement, c'est plus de la recherche. Là il y a 1300 actuellement, mais on peut en rentrer autant sur 1 an ou 2. On les a dans l'autre congélateur. C'est pas les mêmes 1300 pratiquement. Donc on en a beaucoup. Et en fait, maintenant, actuellement, à chaque projet, on en génère énormément. Et après, effectivement, je pense qu'il faut avoir conscience que c'est des outils qui sont potentiellement transférables, vendables, qui vont à la fois intéresser la recherche académique, mais aussi... Au CRB, donc on est vu, donc on est reconnu, on tape CRB aux collections œnologiques, c'est tout de suite ciblé sur notre collection, donc voilà, les gens commencent à le savoir, dans le milieu œnologique ça commence à se savoir, mais il y a des gens quand même qui viennent nous chercher, qui sont d'autres industries, qui sont curieux, le fromage aime aussi nous avons des souches communes avec le fromage, donc les fromagers souvent nous contactent pour récupérer des levures qu'on trouve, pas forcément des levures majoritaires, comme Saccharomyces cerevisiae, mais des levures minoritaires. Ça les intéresse du point de vue aromatique parce que ça finalise, ça permet une valorisation de leurs produits. Très bien, mais merci. Madame Moine,
lorsque vous travaillez en collaboration avec la recherche publique, lorsque vous allez acquérir des outils universitaires, à quel stade vous souhaitez les acquérir? Et si vous prenez une licence, quel type de licence prenez-vous? Plutôt exclusive, non exclusive Alors le stade, ça dépend de ce que l'on va faire avec l'université. On peut avoir des sujets de recherche qui concernent le développement d'un marqueur de qualité ou quelque chose comme ça, ou on peut aller jusqu'à la sélection de souches de levure dans un objectif particulier. Dans ce cadre-là, on souhaite plutôt avoir une exclusivité dans le domaine d'application, parce que l'œnologie, c'est quand même un tout petit domaine. Hein, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui développent ce genre d'outils, donc il y a une forte concurrence quand même, une forte concurrence sur les résultats de la recherche aussi, et une forte concurrence sur les produits qui vont en être les résultats. Donc c'est vrai que pour nous, c'est important d'avoir une exclusivité sur les résultats qui sont obtenus. On a aussi fait des collaborations plus générales. On a participé à des projets européens avec plusieurs industriels du domaine. Ça peut arriver parce que c'est une thématique très générale ou une problématique très générale, et là, autant qu'elle bénéficie à l'ensemble de la profession. Mais effectivement, en général, lorsque ça touche le vivant, et en tout cas quand ça touche la sélection de souches, on souhaite avoir une exclusivité du développement. D'accord. Et généralement, quel est le cadre réglementaire des produits que vous amenez sur le marché? Alors l'œnologie est un système un petit peu particulier, puisque ça ne fait pas partie de la réglementation alimentaire. C'est une réglementation à part qui est régie par un organisme international spécifique, qui est l'Organisation internationale de la vigne et du vin, l'OIV, et donc qui réagit d'un point de vue international le marché et les produits qui vont être utilisés pour l'élaboration du vin, et donc les produits que l'on va développer doivent être en adéquation avec la réglementation si elle existe. Et si elle n'existe pas, il va falloir la mettre en place. C'est-à-dire qu'il va falloir aller auprès de cette instance, dire, ben voilà, il y a une nouvelle application. Alors en général, on y va avec les institutionnels avec lesquels les travaux ont été développés pour appliquer ou autoriser cette nouvelle pratique. Donc là, c'est un travail aussi très long de mise en place de la réglementation, de la méthodologie, des contrôles qui peuvent être appliqués aux nouveaux produits qui pourraient être développés. Très bien. Alors on rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les phytoœstrogènes. On voit bien que pour cette démarche de référenciation, c'est l'industriel et l'académique qui a travaillé dessus qui font un petit peu ce lobbying pour arriver à faire reconnaître auprès de la réglementation. Exactement. Aujourd'hui, il y a donc au sein de ce comité, enfin au sein de cette organisation, il y a un certain nombre de comités qui valident les nouvelles pratiques, et donc en général, c'est un travail commun de l'industriel et de l'académique pour avancer, et très souvent ça demande aussi d'avoir des collaborations internationales pour qu'un certain nombre de pays qui font partie de cette organisation valident la pratique et puissent la faire autoriser. Donc est-ce que ce cadre réglementaire est suffisant pour protéger vos souches, vos résultats, ou est-ce que vous assurez la protection de vos souches par d'autres moyens, style les brevets Alors ce cadre réglementaire, il définit les produits, mais dans leurs ensembles en fait. Hein. On a la définition de la levure Saccharomyces cerevisiae avec une fiche associée à ça, mais qui ne va pas définir la souche particulière qu'on va avoir développée avec un académie, avec une université. Donc dans ce cadre-là, pour protéger ces souches, ce qui n'est pas facile à faire quand même, en général, nous, on les dépose à la CLIB, déjà. Donc, on a cette protection, c'est-à-dire que la souche
qui nous paraît intéressante pour cette application est déposée, on a une date de dépôt qui fait, entre guillemets, qui sert un peu de référence à la semblante propriété, je dirais. Ensuite, on peut, et c'est ce qu'on essaye de développer aujourd'hui, breveter un certain nombre de marqueurs de sélection qui nous permettent ensuite d'avoir une protection plus importante sur des souches, puisqu'on travaille la sélection de souches, sélection classique, massale, hein, ou la sélection, comme on en a parlé, Marina, de croisement. Et dans ces cadres-là, on peut avoir des outils génétiques qui permettent de définir un certain nombre de souches. Et dans ces cas-là, on peut être amené à avoir des brevets sur ces marqueurs génétiques, donc des souches qui soient protégées par ce biais-là. Ce qui n'empêche pas la copie, de toute façon. Voilà, donc ça allait être l'objet de la question suivante, justement. Bien que vos outils soient protégés, est-ce que cela empêche la contrefaçon? Donc visiblement, Non, pas forcément. Pas du tout. Et justement, vous, quelle stratégie de lutte, quelque part, vous mettez en place? Il n'y a rien de plus simple que d'aller multiplier un paquet de levures. C'est-à-dire que voilà, la souche, elle est commercialisée, un autre industriel, va prendre un paquet et va produire cette souche et va aller la commercialiser. Donc aujourd'hui, on a l'honnêteté du milieu fait que quand même ça se passe assez rarement, mais il y a eu des cas, où ça s'est fait. Alors dans ces cas-là, si la sélection, par exemple, il y a eu le cas d'une souche qui avait été sélectionnée à Bordeaux en particulier, l'université a envoyé effectivement un courrier à cet industriel en disant, écoutez, cette souche-là, elle a été développée dans le cadre de ce travail-là, elle a été confiée à cet industriel-là, ayez la bienséance de ne plus la commercialiser. Alors des fois ça suffit parce que c'est un petit milieu l'œnologie, donc les choses se savent et cette pression-là peut suffire. Et puis dans notre cas, elle ne suffit pas. Et aujourd'hui, on voit des produits arriver de marchés émergents, comme on dit, oui. émergents, qui sont des pâles copies dont les noms sont copiés, les produits sont copiés. Et là, il y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que d'aller expliquer, parce que le milieu connaît les travaux que l'on fait, connaît le sérieux de ce qui a été fait, des recherches qui ont été faites. Et voilà, c'est juste de l'honnêteté commerciale par la suite. Très bien, je vous remercie. On va peut-être passer à quelques questions de la salle, si vous avez des questions à poser à nos différentes interlocutrices. Par rapport à la contrefaçon ou pas? Est-ce que ça fait de vous les propriétaires des souches? Quel degré de protection ça vous apporte en fait? Ça date. Ça ne fait que dater le fait que cette souche-là a été envoyée dans cette bibliothèque-là, par cet industriel-là, à cette date-là. Donc effectivement, une souche qu'on aurait envoyée, puisque la sélection de souches avec la faculté d'œnologie à Bordeaux, elle se fait depuis 91, je crois. Des souches qui ont été référencées dans les années 90, qui sont commercialisées par la société depuis ce temps-là et qui réapparaîtraient sous un autre nom sur le marché, on signalerait quand même qu'on les a déposées, qu'elles ont été déposées à cette date-là et que c'est quand même étrange qu'on retrouve le même profil ou la même souche commercialisée par une autre société. Donc ce n'est qu'une... C'est pas vraiment une protection en fait, c'est une datation de la période à laquelle on a commencé la commercialisation. Voilà. Mais il n'y a pas de protection juridique vis-à-vis de ce dépôt. Donc, stricto sensu, ça n'empêche pas un concurrent de produire cette souche, de la mettre sur le marché. Après, ce qui est la barrière, c'est ce que vous disiez, c'est encore l'honnêteté du milieu qui c'est la seule barrière. Hormis les marchés émergents qui... Exactement, c'est la seule barrière, c'est l'honnêteté. Et puis, effectivement, les utilisateurs finaux, le monde de l'œnologie et les vinificateurs, c'est un métier où les gens sont très informés de ce qui se fait dans la recherche, puisqu'elle est très appliquée, donc elle est très, très, très divulguée, donc ils savent.
Donc l'utilisateur final, est-ce que il a la conscience de dire je vais acheter cette souche qui est 2 fois moins chère, parce que souvent en plus elles sont forcément bien moins chères. C'est la même, on me vend la même. Ou est-ce que je vais acheter la souche originelle? Ce qu'on peut rajouter, c'est que au début, lorsque les souches sont arrivées, on n'avait pas de moyen d'identifier la souche même. C'est-à-dire que c'était l'espèce Saccharomyces cerevisiae et on était incapable de dire si cette souche était différente de l'autre. Donc ça a quand même beaucoup évolué. Ça date de plutôt 96-97, les premières PCR Delta, etc. Donc du coup, au début, il y a eu, effectivement, c'est là où il y a eu le plus d'échanges, je pense. Maintenant, les séquences, c'est quand même plus difficile d'aller récupérer une souche. Enfin, il me semble, bien que ça n'empêche pas que ça se fait encore. Mais ça a été fait beaucoup plus auparavant. Ça a été... Oui, c'est évident que les outils aujourd'hui de reconnaissance finalement des micro-organismes font que leur connaissance est bien plus importante et leur protection est d'autant plus facile finalement. Parce que effectivement, dans les années 80, les souches, elles étaient surtout caractérisées par leur phénotype. Et donc là, il n'y avait pas beaucoup il y avait forcément des échanges qui se faisaient de façon importante. Même si aujourd'hui, dans d'autres industries, les échanges sont énormes. C'est vrai qu'en œnologie, on a vraiment l'idée aussi, parce que les travaux l'ont montré, que certaines souches avaient certaines propriétés, et des propriétés bien définies. Donc aujourd'hui, on va aller fermenter un mou de Sauvignon avec des souches qui révèlent les arômes de Sauvignon. Et donc ce sont ces souches-là qui sont les plus recherchées et qui peuvent être les plus copiées finalement. Et du coup, quand vous voyez arriver quelque chose sur le marché qui est comparable, est-ce que vous avez une démarche systématique de prendre le produit et regarder la souche ou la séquencer, regarder si on retrouve les mêmes marqueurs? En interne, pour ce qu'on appelle le développement que l'on fait, le benchmark, c'est pratiquement 50% de notre temps de travail. Donc on a beaucoup de travaux sur tous les produits qui peuvent sortir, qui sont effectivement la vérification, le contrôle et la protection de notre travail. C'est sûr que quand on investit beaucoup dans la recherche, on est toujours un peu vexé, et c'est toujours assez, ça fait râler les chercheurs et les équipes de voir que 6-8 mois, 1 an plus tard, on a un produit sur le marché qui ressemble vraiment au vôtre. Donc c'est vrai que c'est aussi une difficulté, en tout cas par rapport aux levures, aux bactéries, de pouvoir protéger tout le travail qui est fait en R&D et qui doit être valorisé, pas en 6 mois, mais commercialement. Il faut qu'on puisse maintenir ces produits-là 5-10 ans. Et pour pouvoir les maintenir, il faut pouvoir les protéger. Est-ce que justement le brevet peut être une solution ou... Oui, le brevet peut être une solution. Le vivant ne peut pas être breveté. Donc oui. Il faut trouver d'autres solutions et d'autres outils qui permettent de protéger ce que l'on va avoir. Le produit. Exactement, le produit. Alors on protège les marques, il y a tout un tas de process. On protège le process de fabrication, où on peut protéger effectivement des QTL, on peut protéger des gènes que l'on aurait mis en évidence, qui ont une importance dans un mécanisme que l'on souhaite mettre en place et développer dans la sélection des souches. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a vu que le CRB œnologie permettait d'être visible en termes d'offres de produits. Maintenant, quand il s'agit des outils tels que peuvent les proposer Mme Beneteau, Mme Badet, comment est-ce que... Alors ça, la question vaut pour les chercheurs et pour les industriels. Comment être plus visible ou comment voir mieux ? Qui veut répondre ? Donc, en ce qui concerne nos souches, il y aurait la même possibilité éventuellement donc de déposer ces souches.
Je sais même qu'on peut être accueilli au sein de l'œnologie, donc il y aurait cette possibilité également. C'est la même chose. Et après, nous, c'est vrai qu'on a appris à être visible en communiquant dans les congrès et en publiant principalement. En fait, c'est vraiment, c'est comme ça qu'on nous a appris à être visible. Il y a peut-être une autre culture à avoir pour nous et peut-être essayer de voir comment on peut faire différemment, effectivement. Mais bon, pour les souches, ça peut être exactement la même chose, en fait. Non, mais effectivement, je pense que maintenant, au niveau du monde académique, des CHU et autres, les gens sont en train de prendre conscience que toutes ces bibliothèques qu'on peut avoir de cellules, de lignées et autres, présente un intérêt à la fois pour le monde de la recherche académique, simplement pour le transfert et le communiquer à ses pairs. Bon, autrefois, ça se faisait de labo à labo. On disait, tiens, j'ai telle lignée, je te la balance. Mais ça n'avait de visibilité que de labo à labo. Et là, le fait de les recenser, de les maintenir, comme vous l'avez dit, c'est pas simplement le fait de les avoir dans un congélateur. Il faut savoir les entretenir, les qualifier et puis les rendre visibles. Mais là, on est effectivement au-delà de la recherche. On atteint un autre niveau. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais faire à moins que vous vouliez intervenir et rajouter quelques petits éléments. Donc si on regarde, dans ce que je viens de dire, j'ai un petit peu déjà entamé la conclusion. Donc des trésors cachés dans les congélateurs, oui, très certainement il y en a. Enfin pas très certainement, maintenant on est sûr qu'il y en a. On vient de voir effectivement au travers de l'exemple du CRB dans le cadre de l'œnologie que on sait les mettre en valeur et qu'aujourd'hui on a besoin justement de les référencer, de les entretenir et puis de les faire connaître. Mais là, c'est ce que je disais, on n'est plus, c'est peut-être plus le travail des chercheurs parce qu'on est au-delà de la recherche académique. Il faut que les structures prennent le relais, mettent en place les structures. À la fois en termes de RH et de finance, et on a vu, vous avez quelqu'un jusqu'en avril, mais au-delà, vous ne savez pas si vous l'aurez. Et il est sûr que je pense que c'est indispensable d'avoir des personnes qui travaillent à la fois à la qualification, à l'entretien et aussi à la commercialisation, le fait de faire connaître ces banques et puis en assurer la commercialisation. Et comme on l'a vu, il y a du juridique, il y a du commercial, il y a du scientifique, voilà, il faut, mais on n'est plus dans la recherche, on est déjà dans le transfert et la valo. Alors, il faut que nous aussi, structure de valo, on voit comment on peut intervenir là-dedans et accompagner ce genre de choses. Voilà tout le travail, je pense, qu'il y a à faire. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre participation et puis vous dis à bientôt certainement pour discuter de vos trésors cachés dans vos laboratoires. Merci à tous, au revoir.